Nous allons maintenant entamer le dernier moment de cette conférence qui mérite d'être entendu, même si je sais qu'il y a des trains à prendre, etc. Et donc je passe sans attendre la parole, ça sera en même temps au copilote de la conférence et à la présidente du jury, qui c'est un moment qui va faire un peu comme un passage de témoin entre ceux qui ont tous travaillé avant, puisque la présidente du jury a déjà commencé à travailler, mais je dirais qu'il y en a qui ont beaucoup travaillé avant et qui maintenant vont passer le relais à d'autres qui vont devoir mettre le turbo dans les jours qui viennent pour aboutir aux recommandations. Donc Dominique, Daniel, enfin je ne sais pas qui... Oui. Je veux vous rassurer tout de suite, Dominique et moi, nous avons décidé de renoncer à faire une synthèse ce soir. On a pensé que ça commençait déjà à saturer un petit peu après ces 2 journées très denses. Donc, nous voulons d'abord remercier tout le monde. Alors, je vais pas faire une liste de remerciements, j'en suis bien incapable, et en plus, je risque d'oublier des gens, donc je préfère m'abstenir. Je vais remercier tout le monde sous un angle très personnel. Je me tourne vers Jean-François. Tu te souviens que je n'étais pas forcément extrêmement enthousiaste à l'idée de participer à cette aventure, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que je n'ai jamais été un fanatique des grands-messes. J'ai vécu trop de colloques, de congrès dans ma discipline, où finalement j'étais surtout confronté à des égos super développés qui cherchaient à se placer, à se faire valoriser dans les colloques. Je remercie Jean-François, je remercie l'UNESCO et je vous remercie tous, surtout, notamment le jury, mais également le comité d'organisation qu'on n'a pas vu ces 2 jours, sauf qu'il y en a certains qui sont présents. À l'évidence, cet exercice qu'on a vécu pendant 2 jours n'a rien à voir avec un congrès scientifique sous cet angle-là, ne serait-ce que parce que votre présence, vous jury et public, modifie considérablement le positionnement possible des chercheurs qui se présentent à vous. Et ça change considérablement, totalement le mode de travail. Ce qui rejoint pas mal de remarques qui ont été faites hier et aujourd'hui sur l'articulation recherche-terrain, je crois que ça rejoint ce qui a très souvent été ma préoccupation dans ma pratique de chercheur, à travers les IUFM, les SP et je ne sais plus quoi à l'avenir, si tant est que j'ai encore un avenir dans ce domaine. Je n'ai jamais considéré qu'un chercheur avait quoi que ce soit à dire comme recette à donner à des enseignants. Eh bien, finalement, la seule fonction que j'ai eu l'impression d'exercer vis-à-vis de mes collègues du second degré ou du premier degré, c'est d'éviter qu'on leur raconte des histoires. Et Dieu sait si dans l'éducation, il y a des gens qui sont susceptibles de raconter des histoires et aux enseignants et aux parents et à tout le monde. Et ce, depuis le ministre jusqu'à certains tuteurs, peut-être qu'on évoquait tout à l'heure, les gourous. Dans le domaine de l'éducation, il y en a un peu partout, j'ai envie de dire autant en sciences de l'éducation qu'en neurosciences, par exemple, au hasard. Qu'est-ce que c'est qu'un gourou? C'est quelqu'un qui prétend donner des réponses simples à des questions complexes. J'ai vraiment le sentiment que du point de vue complexité, on ne vous a pas ménagé pendant ces 2 jours. Et complexité, je pense que ça fait une excellente transition avec ce que Dominique a envie de vous dire. Merci à tous encore.
Alors, je vais aussi intervenir de manière un peu personnelle parce que j'ai eu plusieurs missions durant ce temps. J'ai été chef TEN de groupe, j'ai amené des enseignants-chercheurs à parler autrement, à changer leur vocabulaire et à essayer de s'adresser à un public qu'ils ne connaissent pas. Moi, j'ai adoré ce que le CNESCO m'a demandé de faire. J'aime bien prendre des risques de toute façon. Là, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup, y compris jusqu'à ce matin avec une conf improvisée fabriquée sur un téléphone pendant un train. Je trouve ça quand même grandiose qu'on m'a fait faire. Donc, je me dis que enseigner, c'est la même chose, c'est gérer de la complexité. Donc, justement, bravo aussi à tous d'avoir accepté de gérer des situations complexes et instables, parce que ça n'est pas que complexe, c'est instable. Et là, notre jury va maintenant partir avec beaucoup d'éléments pour de la complexité et de l'instabilité, qui, moi, me questionnent encore et vont vous laisser du boulot pour les jours à venir. J'ai l'impression qu'on vit, et c'est pas par hasard qu'il y a cette conférence de consensus sur les langues, on vit vraiment une période de mutation, une période d'évolution importante où l'écologie de l'école, enfin, et les contenus qui sont enseignés, ou les modalités d'accès au savoir et la façon dont on perçoit les acteurs a très largement évolué dans les dernières décennies, avec des terminologies aussi qui changent beaucoup, des mots qui ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde. Donc on est vraiment à une période passionnante de mutation. Je ne sais pas comment le jury va s'en sortir avec tout ça, mais pour nous, les chercheurs, par exemple, ça donne même des modalités de recherche, et on a eu une question tout à l'heure sur les recherches coopératives, par exemple, des modalités de recherche à inventer également, à redéfinir, à repenser autrement. On commence à voir apparaître, alors la recherche-action, c'est pas tout jeune, mais des recherches collaboratives, on a parlé de recherche-formation tout à l'heure. Recherche-formation, il y a des expérimentations dont on n'a pas eu le temps de parler, mais il y a déjà des choses qui émergent et qui vont certainement alimenter les recommandations que vous allez faire ou qui vont refaire mousser tout ça très bientôt. Nous, on a par exemple dans mon propre SP de la recherche-formation pour les enseignants qui sont en recherche reformation après l'emploi et qui construisent tous leurs projets de formation autour de mots-clés qui sont les situations problèmes qu'ils rencontrent, à partir desquels ils vont fabriquer des outils théoriques, aller chercher des captations, de l'expérience de terrain, du discours sûr. La pratique et l'expérience, on ne l'a pas beaucoup, on ne l'entend pas beaucoup. On vous donne à voir des pratiques. Regardez les inspecteurs, quand ils vont dans une classe, ils n'ont pas d'évaluation. On leur montre toujours des séances, et généralement plutôt le début d'un cours, mais pas la fin d'un cours, et pas l'évaluation d'un cours. Donc, aller re-questionner toutes ces notions-là, en formation, c'est essentiel. Donc, on a des nouvelles modalités de recherche. Bon, moi, je parle de recherche-formation. Il y a eu les recherches-intervention, recherche-action, mais il y a aussi tout ce qui relève des narrative inquiries, donc où on questionne l'histoire, le parcours de quelqu'un, qui va donner le maximum d'informations dont on ne va pas tirer des règles, ni des normes, ni des généralités, mais bien des indicateurs de pratique et peut-être pour partie de performance et donc de créativité du métier, en fait, et de redéfinition du métier. Donc on est bien dans du complexe, on est bien dans de l'instable et on est bien dans un monde où ça bouge. Moi, ce que je déplore, je terminerai là-dessus, puisque après, je pense qu'on va m'enlever le micro. Ce que je déplore quand même dans tout ça, c'est qu'il y a un grand absent derrière, c'est qu'on est censé travailler en tant qu'enseignant dans une espèce de confort, puisqu'on est fonctionnaire de l'État, puisqu'on est au service des élèves, et donc d'une certaine vision de l'école et d'une vision des langues, l'école de la République, tout simplement. Et moi, ça me manque beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a un grand absent, on voit des préconisations, on voit du top-down, on voit descendre des instructions, mais on ne voit pas beaucoup des outils pour aider l'enseignant à mettre tout cela en œuvre, pardon, excusez-moi, parce que les paradigmes ne sont pas clairs, parce qu'on se sert de mots-clés, parce qu'un jour on en a besoin d'un, un autre jour on aura besoin d'un autre mot-clé, parce qu'on va convoquer des sciences, Daniel a fait quelques allusions tout à l'heure, on va convoquer des sciences, mais on ne reconnaît pas à la fois l'expérientiel du terrain, la souffrance des enseignants, par exemple, ou des pratiques qui sont non pas des bonnes pratiques, mais des pratiques intéressantes parce qu'elles ouvrent des portes au lieu de fermer des portes. Et moi, j'ai l'impression qu'on est dans un mouvement d'ouverture-fermeture qui crée davantage de fermeture que d'ouverture aujourd'hui. Et j'aurais bien envie d'entendre le grand absent qui ne donne pas la ligne suffisamment clairement pour avancer. Par exemple, il y a des nouveaux programmes depuis très peu de temps, mais elle est où la ligne ?
Hein, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette ligne-là? Et est-ce que nous, en formation après, pour terminer sur ce qui s'est passé, on a des outils, des moyens d'accompagner cette ligne de force, ces enjeux, finalement, qui devraient servir à tous les élèves et qui, de fait, ipso facto, mettent en difficulté l'enseignant, il est en souffrance, mettent en difficulté un certain nombre d'élèves en dehors de ceux qui y arrivent déjà au départ, et puis renforcent encore une école de l'inégalité, finalement, scolaire, parce que l'inégalité, elle ne commence pas dans la société pour un enfant, elle commence à l'école. Donc c'est bien là que ça se joue, l'inégalité, la réussite ou l'accrochage scolaire. Donc voilà, moi j'avais envie de terminer de manière un petit peu provocante là-dessus. Je ne sais pas si c'est bien agréable pour le jury de se ramasser ça en plus, mais je vous le livre tel quel, parce que vous êtes là pour ça. Et en tout cas, bravo pour le travail que vous avez déjà fait. On a trouvé les questions de très haut niveau. Bon, merci à tous. Et puis, moi, je vais m'adresser à vous au nom du jury que j'ai l'honneur de présider. Donc, on tient tous à vous, d'abord, à remercier le CNESCO. Alors, je vais faire des remerciements. Je ne sais pas, la cérémonie des Césars, mais voilà, je vais quand même remercier le CNESCO qui nous a beaucoup préparé, nous a aidés, nous a accompagnés en amont de cette conférence pour justement faire émerger des questions qui ont permis, j'espère, de faire avancer la réflexion, qui vont nous accompagner, j'espère aussi, en aval, parce que vu tout le travail que nous avons à faire, on a bien besoin d'être aidés. Et à l'issue de ça, on souhaite tous vivement le maintien, peut-être sous une autre forme, mais de ces conférences de consensus, on en voit la richesse et on se dit que c'est une manière de justement de rapprocher la recherche des acteurs, là en l'occurrence concernés par l'enseignement-apprentissage des langues, et que ça rend compte aussi de l'utilité sociale de la recherche. Et je pense que voilà, on appelle ça de nos voeux, comme l'ont fait Madame Mons et Olivier Rey lors de l'introduction. On souhaite évidemment remercier les présidents. Donc, merci beaucoup pour l'organisation, le choix des experts que vous avez effectué. Ce choix nous a permis de faire un tour d'horizon de la variété et de la richesse des recherches sur l'enseignement-apprentissage des langues. Et puis, bien sûr, merci à tous les experts qui ont nourri ces 2 jours. Et leurs apports ont été extrêmement stimulants. Ça ne va pas être facile, mais et d'une grande densité. Alors, à l'issue de ces 2 jours, et puis la lecture des notes qu'on avait faites préalablement, on a déjà quand même quelques points saillants, quelques mots-clés qui émergent pour nous, qui, j'espère, vont faire écho aux préoccupations de nos chers présidents. Mais le premier, c'est sûr, puisque la question de la complexité nous a beaucoup interrogés, et donc la nécessité de mettre en cohérence les langues et les dispositifs didactiques. Et je pense que, par exemple, la proposition de Pierre Martinez au niveau de la didactique réticulaire, c'est une notion qui nous a interrogés et que certainement va être amenée à creuser. Le deuxième aspect concerne les élèves. Évidemment, c'est les destinataires de tout ce travail, et ils sont au cœur de nos préoccupations. Et je pense que si on veut mettre nos élèves en confiance, leur donner l'occasion de prendre des risques, c'est une expression qui a été utilisée dans plusieurs contributions, il faut voir la classe comme un laboratoire. Coste disait ça déjà en 2002, un laboratoire où on peut s'essayer dans la langue sans avoir le couperet de l'évaluation. Et donc, la question de l'évaluation positive et critériée qui permettent aux élèves de disposer de repères solides pour construire leurs apprentissages nous semble aussi une question vraiment très importante. Enfin, il y a... Alors, ce ne sera pas seulement ces 3 orientations. On va travailler pendant 2 jours à huis clos, et donc d'autres choses vont sans doute émerger. Mais ce qui nous a marqué quand même, c'est la nécessité d'introduire une sorte de contrepoids. Ça, c'est Daniel Véronique qui a utilisé ce terme pour réintroduire la dimension cognitive dans l'enseignement-apprentissage des langues. Ça a été noté par Heather Hilton sur le lexique, par Anne-Marie Voise sur la phonologie, et d'autres collègues. Ça a été très présent à tout ce qui est dimension métacognitive, métalinguistique, etc. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on mette en avant dans les recommandations. Donc ce soir,
On est tous en surcharge cognitive et on voit mal, pour reprendre les mots de Stéphanie Roussel, comment on va jouer sur la charge extrinsèque pour alléger la tâche qui nous attend. Donc voilà. Alors une des solutions, me semble-t-il, est sans doute dans la puissance du travail collectif. Moi, je crois fortement à la coopération entre différents acteurs. Et donc, c'est la chance qu'on a d'avoir un collectif de jury qui est très dynamique. Et donc, j'espère que nous serons capables de produire des recommandations qui vont insuffler une nouvelle dynamique à l'enseignement-apprentissage des langues et qui permettent à tous les élèves de se les approprier. Merci. Merci à vous trois, merci à vous tous. Il me revient l'honneur donc de clore cette conférence et je voudrais vous quitter sur une note optimiste. En fait, au nom du CNESCO, je suis très heureux d'avoir pu organiser une nouvelle fois une conférence de ce type-là. Et je voudrais faire quelque chose d'exceptionnel que je ne fais jamais, c'est remercier mes collaborateurs qui m'ont accompagné durant ces quelques années et qui ont permis de mettre en scène, encore une fois, cette conférence. Et l'équipe de l'IFE également, qui vous permettent d'être là. Donc, je vais les nommer. Vous avez Sarah Eliafi qui est là-bas et Thibaut Coudroy, donc qui nous ont accompagnés. Il y a Amandine Blanchard-Schneider, c'est à droite, là-bas. Derrière, quelque part, Virgile Miletto et Claire Margaria, qui doivent ranger des chaises. Tout le monde est polyvalent, ils doivent déjà être au rangement. Je vais associer tout de suite, puis après je reviendrai sur des choses un petit peu plus... Non, pas j'allais dire sérieuse, mais tout est sérieux dans cette aventure-là. Et en tout cas, je remercie également l'équipe de la Sorbonne Nouvelle qui nous accompagne et qui nous permet d'avoir le développement et la valorisation de ces conférences. Un grand merci à vous. On a parlé du comité d'organisation qui nous a aidé à préparer cette conférence également. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir à chaque fois, vous allez pouvoir faire des applaudissements collectifs, puisqu'il y avait la classe d'accueil aussi qui était là et qui nous a accompagnés pendant toutes les conférences. C'était très sympa de ce lycée professionnel, je leur ai dit merci, mais bon, on peut penser à eux. Voilà. Les maîtres mots pendant cette conférence ont été, vous les avez repris, complexité, cohérence, vous avez ajouté instabilité. On ne va pas parler d'instabilité ce soir, d'accord ? On va en rester à la complexité. Il me semble que justement le montage de ces conférences de consensus, c'est un exemple de complexité, au sens où si on cherchait à décomposer le montage de ces conférences en éléments simples, on n'arriverait pas. Il y a peu de chances qu'on arrive à les reconstituer, tout simplement parce que il y a quelque chose qui est issu du collectif, de l'alchimie que chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous met, pour que justement ça garantisse le succès de ces conférences, en tout cas en termes de montage. Et c'est un exemple de cohérence parce qu'au final, vous avez vu que dans un certain nombre de dimensions, avec des acteurs qui viennent de champs scientifiques divers, on arrive à reconstituer une architecture qui, il me semble, est assez cohérente. Alors, j'allais dire que depuis le départ, on prétend, Nathalie Mons, ici présente, le répète souvent, que notre ADN, justement, c'est dans cette volonté de construire une méthodologie à la fois scientifique et participative. C'est ce qui a fait notre originalité, en tout cas l'originalité de ces conférences de consensus, ce qui font leur richesse, qui font aussi leur force. Juste comme élément, je ne sais plus s'ils sont encore là, nous avions des collègues de l'Observatoire national. Oui, elle est là, il y en a au moins une, l'Observatoire national de la qualité scolaire du Luxembourg qui est en train de se monter et qui découvre un petit peu la méthode, justement, méthodologie du CNESCO pour le montage de ces conférences de consensus. Sachez aussi que ces conférences ont été, Olivier me le rappelait tout à l'heure, identifiées comme un des 8 modèles parmi des modèles, des propositions qui allient recherche, enfin experts et praticiens, comme un des 8 modèles qui a été identifié par une étude internationale. Et tout ça, c'est assez important pour le signaler. Et donc, en fait, on a d'un côté une méthodologie, un modèle, une conception, et puis de l'autre côté, c'est ce que je disais au début, une capacité de mettre en œuvre tout cela. Et c'est notre volonté de le faire avec vous et pour vous. Alors, avec vous, ça veut dire évidemment le comité d'organisation, je le disais tout à l'heure, avec vous, puisqu'on n'a pas l'omniscience et sur tous les domaines que l'on met en œuvre, on a la chance de pouvoir compter sur des présidents qui ont le pilotage scientifique. Donc, un grand merci à tous les deux, Dominique et Daniel, qui ont joué des rôles certainement au-delà de ce qu'ils imaginaient au départ quand on les a contactés. Hein. Heureusement d'ailleurs, sinon la conférence n'existerait pas. Donc un grand merci à tous les deux. Et j'en profite pour embarquer avec vous tous les experts qui sont là et qui
ou ceux qui sont déjà partis, mais un grand merci à vous tous pour votre investissement, votre engagement, votre patience, parce que, comme on le disait, on a eu un certain nombre d'itérations, parce que le format d'une conférence de consensus, ce n'est pas un colloque scientifique habituel. Merci beaucoup de vous être pliés aux règles du jeu et d'avoir produit la qualité des interventions que vous avez produites aujourd'hui. Un grand merci, évidemment, sur l'autre jambe, le côté participatif, à Brigitte Gruson qui a accepté la tâche d'emmener ce jury composé d'acteurs multiples, vous l'avez dit en introduction, et qu'un travail lourd, qui a déjà fourni un travail lourd il y a quelques mois, il y a quelques semaines, mais qu'un travail encore plus sérieux va attendre pendant 2 jours. Si tout le monde n'a pas encore compris, demain et samedi, ils vont travailler toute la journée pour produire des recommandations en autonomie complète. Et c'est ce qui va donner un document qui s'appelle « Les recommandations du jury de la conférence de consensus ». Et puis, je crois que je suis arrivé au terme de mes remerciements. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir sous un ciel ou un autre, dans des conditions qui seront peut-être différentes, mais en tout cas toujours propices à partager les résultats de la recherche avec les préoccupations des acteurs de terrain et dans le bénéfice, comme le disait Brigitte, de tous les élèves et de leur réussite. Merci à vous tous. J'ai oublié quelque chose d'essentiel. Juste quelques secondes. Rendez-vous effectivement le 11 avril, le jour où tout sera sur le site du CNESCO. Alors tout, ça veut dire toutes les interventions des experts avec leur PowerPoint, avec les notes qu'ils ont rédigées, avec les vidéos bien entendu, qui seront prêtes et qui seront là disponibles à tous, gratuitement évidemment. Et puis tous les rapports, les 4 rapports scientifiques qui ont été produits pour cette conférence. Voilà, cette fois j'ai terminé. Je vous souhaite un bon retour à tous. Et encore merci. Et les recommandations du jury, bien entendu. Voilà.